Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui évoluent en ordre dispersé, dispersion des indices européens après la clôture, petite baisse pour le CAC 40, petite hausse à peine pour le DAX par exemple à Francfort, des marchés sans grande tendance, les indices en tout cas évoluent sans grande tendance, y compris sur la séance en cours aux États-Unis. L'accélération des restrictions sanitaires en Europe, bien sûr, plombe un peu le moral et plombe surtout les secteurs cycliques en bourse, qui ont connu un rattrapage intense ces derniers mois. Et puis sur les marchés obligataires, on notera quand même une accalmie sur les taux américains, notamment, qui se confirme depuis quelques jours. On a marqué un pic à 1,75% la semaine dernière. On est à moins de 1,70% sur le 10 ans américain au moment où on se parle, avec Jérôme Powell et Janet Yellen qui sont en train de témoigner devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants, audition conjointe devant les membres du Congrès qui sera répétée demain devant la commission bancaire du Sénat. On parlera de ces sujets bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On dira un mot également de ce nouvel indice lancé par Euronext aujourd'hui, dans l'air du temps bien sûr, un CAC 40 ESG qui ne reprend pas d'ailleurs les 40 valeurs traditionnelles de l'indice parisien. Qu'en pensent nos invités? C'est une question qu'on pourra se poser. Et puis on poursuivra sur cette thématique extra-financière dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir à partir de 19h15 en direct. C'est le directeur général de Swen Capital Partners qui sera avec nous pour parler des stratégies d'investissement à impact dans le non-coté. Tendance, mon ami, chaque soir après la clôture des marchés européens, c'est le résumé complet de la journée boursière avec Alix Nguyen qui nous accompagne depuis la salle de marché de Bourse Direct. Dans le rouge à la Bourse de Paris à 5 945,30 points, en baisse de 0,39%, ralenti par les craintes quant à l'aggravation de la pandémie en Europe et aux mesures sanitaires qui découle, alors que la campagne de vaccination peine à prendre de l'ampleur. L'Allemagne passe la vitesse supérieure et prolonge ses mesures de restriction jusqu'au 18 avril, dont un confinement strict autour du week-end de Pâques. Au sujet des vaccins, l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses se montre sceptique s'agissant des résultats de l'étude menée par AstraZeneca, une étude dédiée à l'évaluation de l'efficacité de son vaccin. L'Institut juge en effet que certaines de ces données seraient obsolètes. Un constat qui sème donc le doute quant au projet d'utilisation d'urgence du vaccin aux États-Unis dans les semaines à venir. Et puis des marchés américains hésitants tenus en haleine par l'audition de Janet Yellen et Jérôme Powell devant une commission de la Chambre des représentants. Un témoignage de 2 jours qui a commencé à 17h heure de Paris, durant lequel l'accent devrait être mis sur la santé de l'économie américaine, mais aussi sur la nécessité des mesures de relance budgétaire et monétaire. Une audition qui ne devrait pas être sans conséquence sur le marché obligataire. À noter également que le Trésor américain s'apprête à émettre pour 183 milliards de dollars d'obligations. Le cours du pétrole baisse d'environ 3% à la fermeture du CAC 40, l'or de près de 1%. Du côté des statistiques, aux États-Unis, les ventes de maisons neuves baissent plus que prévu en février. Une baisse due à une vague de mauvais temps corrélée à une hausse du prix des matériaux de construction. 775 000 maisons neuves ont été vendues en rythme annuel, soit une baisse de 18,2% par rapport à janvier. Du côté des valeurs, Total et Shenergy Group, le principal acteur du secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des accords portant sur la fourniture par Total de gaz naturel liquéfié pour des volumes allant jusqu'à 1,4 million de tonnes par an. Saint-Gobain a conclu aux États-Unis un accord d'achat d'énergie pour une période de 12 ans avec Invenergy aux États-Unis. Trigano fait état d'une croissance de 17,6% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2020-2021 à 1,4 milliard d'euros. Après le lancement de la 5G à Paris, Iliad lance une offre pro sous le nom de Free Pro. Elle est spécialement dédiée aux entreprises et aux collectivités. Microsoft est en discussion en vue d'un rachat éventuel de la plateforme de messagerie en ligne Discord pour plus de 10 milliards de dollars.
Roche annonce les résultats d'un essai clinique développé avec Regeneron qui permettrait de réduire de 70% le nombre de décès et d'hospitalisations liés à la Covid-19. Boeing a annoncé avoir souscrit une ligne de crédit renouvelable de 5,28 milliards de dollars. Boeing reste néanmoins confiant quant à sa capacité à contenir son endettement. Enfin, la Commission européenne a autorisé le rachat pour 7,2 milliards d'euros du groupe néerlandais d'optique Grande Vision par le franco-italien EssilorLuxottica. Place à l'agenda. Demain seront dévoilés les résultats des enquêtes dans le secteur manufacturier et dans les services d'IHS Markit et de l'ISM. Des résultats qui devraient attester d'un climat des affaires pénalisé en Europe par le retard de la campagne de vaccination. Alix Nguyen qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Marc Riez est avec nous ce soir, directeur général de Vega IM. Bonsoir Marc. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Et Franck Dixmier qui complète ce trio. Bonsoir Franck. Merci d'être là. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Tout part des taux généralement en ce moment dans ces discussions de marché. Mais pourquoi est-ce qu'on parle encore des taux, Franck? Ça y est, le 10 ans américain est remonté jusqu'à 1,75% la semaine dernière, avec le feu vert des autorités monétaires, puisque Jérôme Powell se dit confortable, à l'aise avec ce mouvement de pontification de la courbe des taux aux États-Unis, en cohérence avec les perspectives économiques qu'on peut avoir cette année. Peut-être que la croissance américaine atteindra 7-8% cette année. Et puis, une fois le feu de la reprise passé, on reviendra à un régime de croissance et d'inflation normalisé, une inflation qui s'est établie aux États-Unis entre 1,5 et 2%, grosso modo, sur le cycle précédent. Et tout rentrera dans l'ordre et tout le monde retrouvera son calme. Alors, on parle des taux parce que l'ajustement n'est pas terminé. On est dans un changement de régime et le discours de la Fed qu'on reçoit depuis quelques mois, en fait, n'est pas franchement rassurant pour les investisseurs obligataires. Et on n'est pas loin des injonctions contradictoires, en fait. Mais le challenge est compliqué. On sait qu'on a devant nous un point d'inflexion dans la politique monétaire américaine. Donc il est très vraisemblable que, compte tenu d'un contexte de croissance, avec une croissance nominale qui devrait tangenter les 9% quand même, en 2021, il est fort probable que la Fed en fasse un petit peu moins. Donc, décide d'annoncer, sans doute à la fin de cette année, une réduction de son programme d'achat. Et ce point d'inflexion-là, sur la politique monétaire, c'est un rendez-vous de tous les dangers, en fait, pour les investisseurs. On a tous en mémoire une communication défaillante en 2013, quand il s'agit, dans un contexte un peu différent, certes, mais de retirer un peu tout ce qui avait été donné en termes de politique monétaire. Et donc, la Fed se doit de créer les conditions pour que ça se passe le mieux possible. Donc, dans ce cadre-là, la hausse de taux graduelle qu'on observe, elle est plutôt bienvenue. Mais à court terme, on est encore dans un état de fragilité de l'économie américaine. Et ça, Powell, donc Jérôme Powell, le président de la Fed, le rappelle à chaque fois. On est très très loin du plein emploi, avec un taux de participation qui est 5% inférieur au taux de participation qui prévalait avant la crise. On est très très loin de la cible d'inflation de la Fed. Donc on est dans cette situation de retournement de l'activité qui est encore fragile. Et un resserrement des conditions monétaires et financières serait très très malvenu dans cette phase-là. Donc en fait, l'enjeu pour la Fed, c'est essayer de gérer dans le temps une hausse de taux pour préparer au mieux ce retournement de la politique monétaire. Mais il faut aussi que cette hausse de taux ne soit pas trop rapide pour heurter cette reprise économique qui va être extrêmement puissante. Donc c'est très compliqué. Et le message qui est de dire ne vous inquiétez pas, nous allons retirer tous les plans qu'on a mis en place, rachat d'actifs, etc., et les hausses de taux, c'est pour 2023, n'est pas forcément rassurant pour l'investisseur obligataire, puisque effectivement, on est dans un contexte de rebond extrêmement puissant de l'économie américaine sur un horizon à 12 et 18 mois, à 2 ans, avec une inflation qui devrait repartir,
alors même qu'on est dans une phase expérimentale sur l'inflation. Hein. Donc les investisseurs obligataires, si vous voulez, sont tentés de mettre sur les courbes de taux des primes de terme et des primes d'inflation. Ouais. Et c'est exactement l'enjeu pour la Fed. En fait, elle ne peut pas empêcher la hausse de taux, mais elle peut la canaliser. Et c'est l'enjeu. Qu'est-ce qui vous fait... Pourquoi les investisseurs obligataires sont dans une situation inconfortable? Enfin, qu'est-ce que les investisseurs obligataires aimeraient entendre de plus de la part de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui? Je trouve que le discours, et j'écoute en tout cas Jérôme Powell dans le texte, je ne suis pas sûr de bien comprendre à chaque fois toutes les subtilités, parce qu'il faut lire entre les lignes, bien sûr, mais je trouve qu'il est assez clair. On sera en retard. On va maintenir au maximum, le plus longtemps possible, les conditions financières telles qu'on arrive à les créer aujourd'hui. L'inflation sera transitoire. On peut en débattre, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un consensus sur l'idée qu'on ne va pas avoir 3% d'inflation pendant des trimestres ou des années aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que le marché obligataire aimerait entendre de plus ? Mais le marché obligataire va très bien. Il n'est pas sous stress. Ce n'est pas parce que les taux remontent que les investisseurs obligataires souffrent. Enfin, on est dans un contexte d'ajustement assez logique des taux. Et cet ajustement, il est très très bien absorbé par les marchés. On a des marchés equity qui sont proches des plus hauts. On a des anticipations d'inflation qui se sont stabilisées sur des niveaux qui ne sont pas des niveaux de danger. Le marché du crédit ne souffre pas non plus. Donc, pour l'instant... Tout va bien. Tout va très bien pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Ce que redoutent les marchés, c'est plutôt une accélération à la hausse qui, là, pourrait provoquer des secousses et de la volatilité. Vous disiez, Marc, le marché attend des actes. Voilà, c'est ça. Je pense que, si vous voulez, il y a effectivement ce contexte qu'a très bien décrit Alain sur le fait que... Franck, en l'occurrence. Sur ce problème de point d'inflexion. C'est-à-dire qu'on a été depuis des années dans le sentiment que les banques centrales allaient être là pour toute quantité, tout le temps, etc. Et là, le marché, effectivement, s'interroge sur à partir de quand est-ce que les banques centrales seront beaucoup moins là. Et en fait, là, il y a quand même un petit bras de fer entre les investisseurs et Jérôme Powell, justement, parce que n'oubliez pas que Jérôme Powell ne fait pas ce que fait Christine Lagarde, c'est-à-dire qu'il n'achète pas d'obligations américaines à 10 ans du Trésor aujourd'hui. Donc quand on dit, et vous le dites très justement, on a l'impression que le discours est parfait, extrêmement rassurant, etc. Oui, mais aujourd'hui, il ne s'accompagne pas d'achats en pratique sur le marché. Il achète 80 milliards de treasuries par mois. Oui, il achète des treasuries. Ça, c'est des bons à 3 mois. À 3 mois, ça veut dire que ça permet de financer le marché, etc. Mais il n'achète pas des T-notes, qui sont les obligations. Il n'achète pas sur la partie longue, pas assez en tout cas sur la partie longue. Et ça, si vous voulez, c'est peut-être ce que les marchés testent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont certes envie d'un discours qui leur est bien tenu, mais il regarde jusqu'où il va tenir sans agir. Ouais, je comprends. Donc, il y a quand même Et l'autre point, c'est que vous le savez, le fonctionnement du marché, il se fait par test. C'est que là, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, les hedge funds testent jusqu'où ils peuvent aller avant que on pensait qu'un 50 sur le 10 ans américain, ça déclenchait une réaction de la Fed. Finalement, non. Un 75 non plus. Donc la prochaine étape, c'est 2%. Pour moi, il va aller tester les deux. Je ne vois pas comment on peut éviter que les marchés aillent tester les 2%. Donc ça peut quand même orienter, en tant que gérant, notre manière d'agir. C'est-à-dire que pour l'instant, avant qu'il ait vraiment testé les deux, ça ne donne pas envie d'aller beaucoup plus loin dans les achats d'obligs long terme, ni dans les achats d'actions d'ailleurs. Ouais, je comprends. Alors, il achète quand même, j'imagine, sur le marché obligataire, il doit acheter quand même toute une variété d'obligations américaines. Nicolas Gottsman, l'équation de la Fed aujourd'hui, est-ce qu'elle est lisible? Est-ce que Powell est droit dans ses bottes et a raison de l'être? Alors, pour le moment, je pense depuis qu'ils ont mis en place leur nouvelle stratégie, donc le 27 août dernier, pour le moment, ils ont plutôt, c'est quasiment un carton plein sur l'orientation. Effectivement, depuis le mois de janvier, ils annoncent que la hausse des taux qu'ils constatent sur le 10 ans est plutôt une bonne nouvelle et qu'ils constatent que c'est effectivement une marque de confiance de la part du marché. Effectivement, donc là, on part quand même un petit peu, on va contrer un peu de la tarte à la crème qu'on entend depuis 10 ans sur les QE font baisser les taux. Non. En fait, on se rend compte que c'est pas le cas, effectivement, parce que évidemment, le QE, même si c'est un effet de liquidité à court terme qui peut faire baisser les taux,
l'objectif quand même, c'est d'arriver à raviver les anticipations de croissance et d'inflation et du coup d'avoir des taux qui partent à la hausse. Donc effectivement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Clé, Nicolas, je veux Oui. qu'on insiste là-dessus. Oui. Un QE qui fonctionne, ça veut dire des taux longs qui remontent. Je me souviens de Draghi qui avait eu cette phrase un peu sibylline. Ouais. Il faut que les taux soient bas aujourd'hui pour qu'ils remontent demain. Exactement. Et donc les taux qui remontent, c'est finalement un succès Alors, de la politique monétaire et budgétaire. Et c'est là où on arrive à une question qui se pose maintenant depuis le début de l'année, parce que la question n'est pas forcément la hausse des taux, c'est plutôt de savoir quelle est la cause de la hausse des taux. Et là, vous avez il y a plein d'éléments qui vont s'ajouter, qui composent la courbe des taux, et c'est là où on peut voir qu'il y a des éléments qui sont positifs. Donc effectivement, les anticipations de croissance et d'inflation qui repartent à la hausse. Alors, ce qui est très satisfaisant, c'est de voir notamment sur ce qu'on appelle les break-even, donc qui sont les anticipations d'inflation à 5 ans et 10 ans. Ce qu'on constate, c'est que le 5 ans est plus élevé aujourd'hui que le 10 ans. Alors déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que la Fed est crédible dans son annonce de vouloir soutenir l'inflation à court moyen terme. Et par contre, sur le 10 ans, on est plus bas. Ça veut dire que par contre, la Fed est parfaitement crédible dans sa volonté de garder l'inflation à 2%. Donc là, c'est déjà parfait. Par contre, et ce qui est bien aussi, c'est que sur le 5 ans, on est au plus haut depuis 2008. C'est-à-dire qu'on a retracé tout ce qu'on avait perdu depuis 2012-2013 avec le régime d'inflation targeting et tout le narratif de stagnation séculaire qu'on avait dans le marché. Ça, c'est effacé. Donc le marché n'y croit plus. Et sur le 10 ans, on est revenu là au plus haut depuis mai 2013. Même chose. C'est-à-dire qu'on est en train d'effacer toutes les erreurs de ces dernières années et encore une fois ce narratif de stagnation séculaire qui est en train de s'effacer du marché. Ça c'est plutôt vraiment une très bonne chose parce que je pense que c'était vraiment l'objectif principal de la Fed. Par contre, ce qu'on constate là maintenant, et là je pense que c'est vraiment un problème aujourd'hui pour la Fed, c'est que dans la composante, on a également donc les Fed Futures qui commencent à s'élever et surtout en fait sur les... Donc la partie courte, c'est ça là. Alors c'est plutôt sur l'euro-dollar en fait. On arrive à imaginer et à voir quelles sont les anticipations du marché sur les hausses de taux qui vont être provoquées par la Fed. Et là, on constate que le marché, malgré ce qui a été fait la semaine dernière, en fait, lui anticipe 3 hausses de taux pour 2023, alors que la Fed dit qu'elle n'en fera aucune. Ce qui veut dire que la Fed, pour l'instant, le marché n'achète pas pour le moment la crédibilité de sa nouvelle action. Et donc là, il y a vraiment un problème, parce que du coup, on a une composante du 10 ans qui part à la hausse trop fortement pour une mauvaise raison. Et ça pose un problème parce que si ça continue de faire comme ça, on peut avoir à un moment des taux qui vont passer au-dessus effectivement de 2%, de 25%, qui peut avoir un impact sur la croissance. Donc du coup, ce que doit faire la Fed, c'est d'arriver à marteler son discours en disant nous ne monterons pas les taux en 2023, de faire comprendre au marché qu'ils ne vont pas aller à ce niveau-là, et du coup d'avoir une hausse de taux qui ne se réalise uniquement sur les prévisions de croissance et d'inflation et non pas sur des anticipations de hausse de taux par la Fed elle-même. Pourquoi c'est un problème, Nicolas ? Parce que là, vous nous projetez sur un horizon 2023. Enfin, les gens qui nous c'est un problème parce se que dire mais c'est délirant de se poser la question de savoir pour 2023 qui peut savoir. En fait, c'est essentiel parce que c'est ce qui s'est passé en 2013. En 2013, quand Bernanke a fait ce mouvement-là, en fait, le marché, il annonce une réduction programmée des achats. Alors, c'est ce qu'il a dit, mais le marché comprend, on va monter les taux. Et donc là, du coup, en fait, on va avoir des anticipations de hausse des Fed Funds qui vont commencer à s'accélérer, et du coup, on a des taux qui montent trop fortement par rapport au contexte de ce moment-là. Et quand vous avez des taux trop élevés par rapport à ce qu'on appelle le taux naturel, c'est simplement quel est le niveau de taux qu'on pourrait avoir qui permet d'avoir... Sans friction pour l'économie. Sans friction pour l'économie. C'est le niveau parfait. Évidemment, c'est le niveau où ça se trouve, on ne sait pas exactement où ça se trouve. C'est un niveau théorique. C'est la beauté. Et généralement, on le voit assez bien, c'est qu'à partir du moment où le taux dépasse ce niveau-là, vous avez un marché qui commence à cracher. Et donc là, vous constatez qu'il y a vraiment un problème. Et le tout, c'est de ne pas arriver à ce niveau-là pour la mauvaise raison. C'est-à-dire que si jamais on a des taux qui montent, encore une fois, parce que c'est la croissance et l'inflation, et le marché sera content. Il n'y a pas de hors comme on l'a aujourd'hui. Par contre, si c'est vraiment sur la composante des anticipations de Fed Funds, là, on a vraiment un problème. Et donc, du coup, Powell, Clarida et Brennard, qui vont parler cette semaine, doivent, eux, encore une fois, marteler sur ces questions-là. Et évidemment, ce qu'ils pourraient faire, si jamais ils avaient un problème de ce côté-là, ils pourraient passer effectivement au yield curve control et essayer de faire baisser un tout petit peu le 10 ans pour effacer la partie des Fed Funds. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus à part répéter ce que le marché ne veut pas entendre, visiblement? Le marché les croit pas. Ben oui, c'est ça. C'est ce test dont vous parlez, cette espèce de bras de fer. Le marché voit la puissance du redémarrage. Et pour le coup, quand il entend Powell dire on ne touchera pas au taux, etc., il ne le croit pas. D'ailleurs, on le voit dans ses anticipations. C'est que le marché, il met en doute, en fait, ce temps. Et c'est très bien ce qui a été dit, mais il y a quand même le fait qu'on sait aussi qu'avant les remontées de taux, il y a déjà la diminution du programme d'achat. Oui. Et ça, en soi, c'est déjà quelque chose qui peut un peu inquiéter aussi les marchés, parce que ils ont vécu quand même beaucoup de la liquidité qui venait des banques centrales,
Et donc, s'ils se disent en 2023, c'est l'année où les taux remontent, ils peuvent se dire en 2022, c'est l'année où, pour le coup, les achats. Oui, bien sûr, on se fait un rétro-planning par rapport aux objectifs. S'inquiète aujourd'hui de 2023, pour répondre à cette question-là, c'est que c'est tout un cheminement qui est déjà anticipé. C'est un chemin qui commence aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ce point d'inflexion qui était décrit tout à l'heure, c'est ça. Mais Franck, vous êtes le représentant du marché obligataire. Qu'est-ce que le marché obligataire ne comprend pas dans ce que disent Powell, Clarida, Brainard, les hommes importants de la Fed? Le marché comprend très bien. Ah, alors pourquoi le marché intègre 3 hausses de taux en 2023 quand la Fed dit il n'y en aura pas? Parce que les investisseurs obligataires sont toujours un peu paranoïaques. Vous savez, c'est une classe d'actifs où il y a beaucoup à perdre, mais où les gains sont assez limités, en fait. Donc, il y a une asymétrie qui fait que vous regardez le monde d'une façon méfiante. On regarde les risques. Ouais. Et le risque, c'est un risque peut-être de surprise sur l'inflation. Et on ne connaît pas encore la fonction de réaction de la Fed. Donc, on est rentré dans cette expérimentation sur l'inflation targeting. On va voir. Mais l'investisseur obligataire, il a horreur de distribuer des options gratuites. Donc, il va mettre un petit peu plus d'inflation dans ses courbes de taux. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Ouais. Il faut peut-être qu'on intègre dans la discussion le plan d'infrastructure, qui sera la prochaine étape, le prochain étage de la fusée, de la relance américaine, dopée à turbochargée, comme disent les Américains. Les discussions sont en cours. Bon, on attendait des annonces assez rapides, et puis le calendrier semble être un peu plus délayé que prévu. Mais ce programme d'infrastructure, là, on a le chiffre de 3 000 milliards de dollars. C'est le chiffre que j'ai vu circuler. Il est intégré justement dans ces marchés obligataires, dans l'idée de ces hausses de taux de la Fed en 2023. Est-ce que ça veut dire que le marché obligataire intègre ce genre de stimulus supplémentaire après l'échec, les infrastructures? Alors, il y a une grosse inconnue sur ce que sera effectivement ce plan en termes de montant, parce que ça va faire l'objet quand même de discussions assez serrées. C'est moins facile que d'envoyer des chèques aux ménages. Certainement. Et on parle en fait d'un calibrage autour de 2 trillions de dollars. Donc on partirait de 4 trillions. Borne haute pour atterrir à 2 trillions, ce qui est absolument phénoménal comme montant. Trump, c'était 1000 milliards et ça paraissait déjà à l'époque délirant. Et ça n'a jamais été fait, effectivement. Non, mais je crois que ce qui est très très important, c'est le message. Et le message, c'est que le policy mix aux États-Unis va être extrêmement agressif. Et la Fed fait passer ce message. Elle fait partie de ce policy mix très agressif et elle va maintenir une position extrêmement accommodante. Nicolas, ça ne va pas s'arrêter à l'American Rescue Plan. C'est ce qu'il faut comprendre. La volonté politique de turbocharger l'économie américaine, elle va persister pendant longtemps encore. Je pense, oui, c'est vraiment un changement de régime. Alors on le voit effectivement sur le monétaire, mais c'est également sur le budgétaire. C'est vraiment le policy mix. On a changé, les États-Unis ont changé de stratégie économique. Ils avaient un mouvement qui était imprimé depuis 40 ans. Ils en ont changé. Les Européens font comme s'il ne se passait rien. Mais ils ont vraiment changé. Ils ont quand même investi 5 500 milliards depuis un an sur les 12 derniers mois. Ils vont en remettre 3 000. Mais là, par contre, effectivement, ça va être dilué dans le temps sur les 10 prochaines années. Mais en gros, on sait qu'on va avoir un soutien budgétaire qui va durer pendant plus ou moins une décennie. Qu'on va avoir une Fed donc avec un changement de régime qui va soutenir cette relance-là. Et du coup, la question là maintenant pour les États-Unis, c'est pas simplement de revenir ou d'effacer ce qui s'est passé avec la crise du Covid. C'est vraiment, et c'est ça que je pense qu'il faut bien se rendre compte que tout ce qui s'est passé au sein de la Fed, c'est pas une réaction à l'épidémie, c'est quelque chose qui s'est passé avant, c'est une réflexion qui a eu lieu avant. D'ailleurs, Clarida a bien dit la dernière fois, au début janvier, que tout était prêt dès le mois de février pour annoncer la nouvelle stratégie. En fait, ils sont mécontents de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Ils considèrent que la croissance américaine était sous-optimale, que finalement, et ça c'est peut-être la question fondamentale, c'est que le potentiel de croissance américain, finalement, on considère aujourd'hui que ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, en fait, n'était pas satisfaisant et qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et en fait, c'est ce qu'on a un peu appris en voyant justement des taux de chômage qui baissaient à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 50 ans. Quand je vois les prévisions de Goldman, maintenant, ils sont à 3,1 de chômage à horizon 2023-2024. Enfin, ça va quand même très bas, et avec des niveaux d'inflation aussi qui sont au-delà de la limite. C'est qu'on change de régime, et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'économie américaine retrouve son plein potentiel. Donc, encore une fois, je repars sur l'idée de stagnation séculaire. Donc ça, on va oublier. Maintenant, on va tirer du maximum de cette économie-là. On va arriver à une croissance qui va être plus forte que ce qu'on a connu sur les dernières années. Et donc, on est vraiment dans un nouveau régime. Et donc, c'est important aussi. Je pense qu'il y a effectivement une volonté de soigner les inégalités aux États-Unis, de réduire le niveau de chômage et de faire en sorte que le niveau d'investissement revienne à un niveau très satisfaisant. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la menace chinoise, c'est-à-dire que les Chinois considèrent que d'ici 2028-2030, le PIB chinois pourrait dépasser celui des États-Unis.
Sauf qu'avec cette nouvelle stratégie-là, en fait, finalement, c'est pas sûr du tout, parce que l'économie américaine va retrouver une nouvelle stratégie de croissance et que la Chine, de son côté, va se retrouver confrontée à un défi démographique et un défi aussi de productivité qui fait en sorte que finalement, peut-être que l'économie américaine ne sera peut-être jamais dépassée par la Chine. Et justement parce que elle fait en sorte aujourd'hui de faire ça. Et malheureusement, en Europe, on est en train de regarder les trains passer à ce moment-là. On va parler de l'Europe, mais tout ça donne envie d'investir aux États-Unis. Je sais pas, quand on est gérant action chez VGIM et qu'on aime la croissance structurelle, structurellement. Alors, je vois beaucoup de gérants qui en reviennent un peu quand même. L'idée de la zone euro qui avait tout pour plaire en début d'année. Parce qu'elle était je vois beaucoup de flux qui vont plutôt sur la partie américaine. Et sur la value américaine. Et sur la value américaine, s'il faut jouer la value américaine. Alors c'est vrai que pour un gérant croissance, cette phase qui a été décrite d'attente du point d'inflexion, de remontée des taux, c'est pas la fête, certes, pour nous quand même. C'est-à-dire que il faut bien dire que la gestion croissance, elle a été très subventionnée, entre guillemets, pendant des années, par la baisse des taux et puis ce scénario qui était décrit de stagnation, etc., où pour le coup, les entreprises qui, elles, avaient de la croissance paraissaient des rescapés, je dirais, de la morosité générale et attiraient beaucoup d'investisseurs. Non mais c'est intéressant, Marc, même si on a vu le Nasdaq ou les GAFAM réaliser des performances incroyables avec des taux à 2-3% à l'époque aux États-Unis. Dans l'absolu, c'est pas des niveaux de taux qui ont pénalisé structurellement ces valeurs. Mais le fait qu'on les ait imaginés durablement plus bas dans les valos auxquels on était parvenu comptait. Et donc là, s'il y a une rectification. Donc on a dit, on est dans cette phase de réajustement quand même vers le haut, des anticipations sur la croissance, sur l'inflation, sur les taux, etc. Donc pour la gestion croissance, c'est pas, et pour la gestion technologique en particulier, c'est pas merveilleux. Bon. Mais toute la question, c'est, pour le coup, il y a une correction que nous, on est assez contents de voir quand même, parce que ça a atteigné quand même des niveaux assez stratosphériques. Et donc c'est, quand va-t-on revenir? Et alors? Voilà, alors pas tout de suite, parce qu'on a dit tout à l'heure, on n'est pas complètement au bout. Le mouvement n'est pas terminé. Justement, voilà. Et donc, effectivement, pour le coup, la value en ce moment a plus le vent en poupe. Alors, nous, on ne va pas dans la vraie value, c'est-à-dire on ne va pas dans les banques européennes, on va pas dans. Mais on est allé sur des choses beaucoup plus cycliques, parce que si on avait gardé nos paris, effectivement, de mars 2020. On aurait des performances vraiment pas bonnes aujourd'hui. Donc on a dû aller sur des choses plus cycliques, le tourisme, les semi-conducteurs, l'automobile. Et quand vous voyez que ces secteurs-là ont déjà récupéré leur niveau boursier d'avant-crise, voire au-delà, est-ce que vous dites que c'est déjà un potentiel qui est largement consommé? C'est pour ça que tout à l'heure, je disais... beaucoup de choses sont chères quand même. C'est-à-dire que les valeurs technologiques n'ont pas beaucoup rebaissé depuis septembre. Et les cycliques ont tellement monté qu'elles deviennent peut-être chères aussi. On regardait tout à l'heure, depuis le 1er septembre, pour donner un ordre de grandeur, le 10 ans américain est passé de 0,70 à 1,70, en gros. Il a pris à peu près 1% en 5 mois et demi, disons. Le Nasdaq a pris 5%. Donc effectivement, ça n'a pas fait trébucher pour l'instant, même si par rapport à ses pics de fin octobre, il a bien corrigé. Et puis, le Russell 2000 américain a pris 45% en 5 mois et demi. Donc le rattrapage est quand même déjà très 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 bien engagé. Et moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, parce que on disait tout à l'heure, le marché obligataire va très bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de souci majeur. Mais quand même, un 10 ans américain qui passe de 0,70 à 1,70, alors si vous avez des obliques 10 ans achetés le 1er septembre, vous perdez quand même 6%, même un peu plus. Donc ça va bien. Mais c'est pas si je retourne voir mes clients pour leur dire monsieur, mais nous sommes à -6 depuis sur début septembre, il va me dire mon gars, ça va pas du tout. Donc voilà, c'est un peu le. Bon, et donc aujourd'hui, c'est quoi le prochain relais, le prochain trade là devant nous? C'est d'être un peu patient, je pense, pour le coup. On est dans une phase. Il y a moins d'évidence. Oui, il y a clairement moins d'évidence. Il y a eu l'évidence jouer les valeurs qui bénéficieraient de la pandémie. Il y a eu le deuxième évidence, maintenant on les a bien joués, on va jouer la rouverture du bousin. Et maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on joue? Pas simple, parce que des valeurs qui profitent vraiment d'une phase inflationniste, ça nous permet d'évoquer le sujet de la zone euro. Alors je cite Philippe Lane, chef économiste de la BCE, qui s'exprimait hier, je crois. Ça va être un long trimestre. Voilà ce qu'il nous a dit, Philippe Lane.
en ce début de deuxième trimestre. Alors il parle de politique monétaire, mais il parle quand même du cas zone euro dans son ensemble, sur tous les plans, sanitaire, monétaire, budgétaire. Ça va être encore long de quoi ? De sortir de la crise en Europe, c'est ce qu'il faut comprendre, Franck ? Oui. Et on a une désynchronisation qui s'installe véritablement en fait entre les États-Unis et l'Europe. L'épisode vague 3 du Covid va coûter à peu près 0,5 à 0,6 points de croissance en Europe. On a vu le gouvernement allemand qui a revu à la baisse ses prévisions. On est un peu au-dessus de 3, on était plutôt au-dessus de 3,5. L'Espagne aussi, la France pour l'instant maintient, je crois, mais bon, ça ne pas très longtemps. Tout le monde révise à la baisse. On va réviser, et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le véritable trimestre où on va voir vraiment la croissance revenir, c'est le 4e trimestre. Et on l'attendait plus tôt. Effectivement, on l'attendait plus tôt. Pardon, qu'est-ce que ça implique pour le policy mix, pour la Banque centrale notamment en premier lieu, qui commence à nouveau à critiquer peut-être le manque de relais budgétaire. C'est-à-dire qu'on a mis peut-être ce qu'il fallait sur la table pour gérer une pandémie qui dure 1 an. Si ça dure 1 an et demi, il va falloir en remettre sur le plan budgétaire. L'Italie commence à, tracer la voie avec Mario Draghi à sa tête. Oui, en fait, ce qu'on peut en déduire, c'est qu'on a un policy mix en Europe qui est beaucoup moins, enfin en zone euro, qui est beaucoup moins équilibré qu'aux États-Unis, beaucoup moins agressif sur le plan budgétaire, dans un rapport de 1 à 3 à peu près, en termes de moyens déployés par rapport au PIB. Donc oui, alors il y a des initiatives comme l'Italie avec ce plan de relance de 32 milliards qui est pour le coup extrêmement ambitieux et plutôt bien calibré. Mais c'est vrai que ça manque un peu. Donc on attend énormément de la politique monétaire et on a vu aussi cette réaction un peu étonnante comme de la Banque centrale européenne la semaine dernière. Afficher une détermination extrêmement forte à caper la hausse de taux. Enfin, on a pris 30 BP. 30 BP depuis le début de l'année. Donc il n'y avait vraiment pas péril, mais ça prouve la nervosité de la Banque centrale européenne par rapport à une situation économique qui effectivement, est inquiétante. Ça prouve la fragilité de l'économie européenne. Exactement. Si la BCE s'inquiète pour 30 points de base de hausse de taux sur des taux à 10 ans, c'est qu'elle estime que les fragilités sont très importantes. Et pour le coup, alors c'est vrai que on mentionnait le point d'inflexion aux États-Unis qu'on a devant nous, là, à portée de main. Il est très très loin en zone euro. Il est vraiment très très loin. Donc on a une vraie dichotomie et je crois que le spread Bund Treasury a encore de beaux jours devant lui. Vous voyez comme on essaye de ménager quand même le discours sur la zone euro. Mais c'est assez désagréable. Ça va être un long trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Nicolas ? Déjà, pour faire une photo, on est à peu près à moins 6% d'activité en zone euro aujourd'hui par rapport au niveau pré-crise. Et on est proche de zéro aux États-Unis. Donc il y a déjà un écart qui est quand même tout à fait substantiel. Le deuxième écart, c'est que pour le moment, évidemment, on a 13% de vaccinés en Europe, contre, on est quoi, 38% aux États-Unis. Et en fait, si on fait un peu le calcul, parce que je voyais aussi qu'on disait qu'on n'avait que 3 semaines de retard sur les États-Unis ou sur le Royaume-Uni, en fait, si on revient aux États-Unis pour voir quand c'est qu'ils avaient 13% de vaccinés, en fait, c'était le 10 février, c'était il y a 40 jours. Si je reviens au UK, c'était le 30 janvier, donc 50 jours de retard. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à ce moment-là, donc le 10 février et le 30 janvier, le taux de vaccination journalier des deux pays était déjà plus de 2 fois supérieur à celui qu'on a aujourd'hui en Europe. Donc si je veux en fait arriver avec le taux de vaccination qu'on a aujourd'hui en Europe et que je veux arriver au niveau de vaccination d'aujourd'hui du UK, on est au 4 août. Et donc là, c'est vraiment un problème. Et en termes d'anticipation, effectivement, de reprise, ça fait effectivement, très mal. Évidemment, il va y avoir une capacité d'accélération avec des livraisons de vaccins qui vont arriver. Donc effectivement, comme dit Philippe Lane, ça va être très long parce qu'on est, encore une fois, déjà beaucoup plus bas en termes de PIB. Et on a une perspective pour le moment avec en plus une hausse des cas qui est en train de se traduire en fait assez massivement, plus les confinements qui fait qu'on va avoir encore 2 mois, près de 2 mois de retard sur les États-Unis. Et je pense que ça va être très long aussi de voir les images de ce qui se passe aux États-Unis avec les gens qui partent en spring break et ce genre de choses. Pour l'instant en Floride ou au Royaume-Uni, ça va arriver parce qu'ils ont 50% de vaccinés plus les gens qui sont déjà immunisés.
où effectivement les choses vont se libérer et on va avoir un différentiel quand même On va très important. développer avec une l'Europe. forme de jalousie de plus en Je pense plus. que ça peut, voilà, ça peut, voilà, ça va un peu agacer les gens. Et ce qui est, et là, effectivement, comme vous l'avez dit, quand on regarde le discours de la BCE, ce qui s'est passé la semaine dernière est quand même assez stupéfiant. Et en fait, avec grand regret. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière et qu'est-ce qui est stupéfiant on parle clair. Alors, oui, alors, simplement, en fait, en décembre, la BCE a indiqué que donc sa projection d'inflation était de 1,4% pour 2023. Ce qui veut dire qu'elle considérait normal de ne pas agir plus, alors que donc elle projetait 1,4%, c'est-à-dire qu'elle était donc bien en delà de ce que lui demande statutairement la BCE. Donc elle devait être plutôt proche de 2%, elle accepte d'être à 1,4%. Donc en gros, je suis hors contrat, mais je ne fais rien de plus. Là, elle confirme qu'elle reste à 1,4%. Et en fait, quand on voit les discours, notamment celui qui a été donné dans l'interview que Philippe Lane a donné la semaine dernière au Financial Times, il a dit en gros qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour garder effectivement ce qu'ils appellent les conditions de financement favorables le plus bas possible. Donc effectivement, d'où l'intervention de la BCE. Par contre, ils demandent de la patience. Et là, ce qui était assez foudroyant, c'est de regarder en fait la construction des discours qui sont faits depuis un an au sein de la BCE, et notamment ceux de Isabelle Schnabel, qui, elle, parle toujours de patience en disant que finalement, on ne pourra pas faire tellement plus au sein de la BCE, enfin au sein de la politique monétaire européenne. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est de garder des conditions de financement favorables aussi longtemps qu'il le soit. Et on demande aux gens d'être patients et on verra bien quand l'inflation revient à 2%. Et ce qui est assez remarquable, c'est que dans cette interview qui est publiée le 16 mars de la semaine dernière, Philippe Lane dit que j'ai perdu le fil. Dit oui, voilà, alors que il n'y a aucune banque centrale dans le monde qui est revenue, qui revient rapidement à ce niveau de 2%. Le lendemain d'inflation. Ouais. Le lendemain, la BCE publie son dot plot avec une inflation. Oui, la Fed publie son dot plot avec une inflation qui est déjà supérieure. Une inflation à 2%. Voilà, ce qui veut dire en gros, donc on s'exclut en gros du monde et du changement qui est en train de s'opérer. On dit qu'on ne peut pas faire mieux et on accepte en fait un destin qui est d'une croissance faible et sans sourciller. Bon. Voilà. Ouais, est-ce que non mais il y a quand même encore devant nous l'idée de la réouverture de l'économie en zone euro. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, c'est ce que disait Nicolas, mais je retourne la situation. On a la chance de ne pas encore avoir vécu ce moment. Quand on est investisseur, j'entends. Est-ce que pour l'investisseur, c'est un moment encore devant nous qui est un espoir, alors je sais pas, l'espoir fait pas jamais de bonnes stratégies d'investissement, mais est-ce que là, ça ne pourrait pas être le cas Grégoire, le problème c'est qu'on parlait tout à l'heure aux États-Unis sur les 12 derniers mois de 5500 milliards de dollars, oui. C'est un quart du PIB de l'économie américaine, on n'attend pas ça pour l'Europe. Donc même quand ça va rouvrir, même quand ça va repartir... On a mis de l'argent partout aussi chez nous. On a mis de l'argent partout. On n'a pas perdu en pouvoir d'achat. La demande a été préservée. Et le chômage tout ça, c'est vrai aussi pour la zone euro. En zone euro. Et voilà. Donc on ne peut pas comparer complètement le montant américain avec bien sûr. En Europe. Mais néanmoins, on sent bien que cette dynamique dont on parle là, on parlait tout à l'heure de 9% d'anticipation de croissance aux États-Unis, etc. On n'est vraiment pas prêt de voir ça en Europe, même quand l'économie européenne va redémarrer. Donc du point de vue boursier, on voit bien d'ailleurs quand on investit en Europe, c'est que c'est souvent les boîtes qui ont un business mondial qui s'en sortent pas mal. Les entreprises qui auraient un business purement franco-français ou purement zone euro, c'est pas nécessairement les business models les plus vendeurs en termes de croissance, à moins d'avoir vraiment un micro-segment... Donc vous voulez jouer à travers les actions européennes la reprise mondiale plus que la reprise domestique, nationale ou régionale. Il ne faut pas attendre quand même de ce côté-là des choses extraordinaires. On sent bien que cette Europe, elle est en calamité. Et puis, n'oubliez pas aussi que ce qui fait un peu peur dans cette histoire, c'est qu'on sent bien qu'au niveau du Conseil de la BCE, il n'y a pas un alignement extraordinaire, semble-t-il, depuis janvier en tout cas, sur l'idée qu'il faut faire beaucoup plus. On sent bien que Mme Lagarde est très habile, qu'elle arrive à réunir un peu allemand, italien, etc. Mais derrière ça, il y a quand même des points de vue qui ne sont pas homogènes, je pense. Ah ouais. Franck, je vous laisse commenter. Moi, ce qui m'a frappé, stupéfait, comme vous dites, la semaine dernière à la BCE, c'est qu'une des grandes forces du programme d'urgence qui était mise en avant par tout le monde. Alors, il y a la patience, mais il y avait aussi la flexibilité. Et cette flexibilité, on a l'impression qu'on a tiré un trait dessus. C'est-à-dire que quand même, Christine Lagarde nous a expliqué que pour augmenter les achats
du programme d'urgence, on parle du programme d'urgence Heureusement que c'est pandémique. l'urgence. Il fallait des nouvelles projections économiques tous les 3 mois, une réunion du Conseil des gouverneurs et une décision qui soit soumise au vote, entre guillemets, des gouverneurs pour pouvoir décider d'augmenter les achats. Je ne sais pas si c'est la définition même de la flexibilité d'un programme d'achat. Ouais, alors bon, ok. Bon. Fair enough. Mais je ne ferai pas un procès à la BCE sur ce thème-là parce qu'ils ont démontré, alors souvent sous l'ère Draghi en fait, qu'ils avaient quand même une capacité à créer, à innover assez remarquable. Donc je pense que la boîte à outils, elle est quand même assez remplie. Mais juste pour revenir sur le thème de la relance budgétaire, c'est intéressant quand même de noter que l'Allemagne a communiqué, le gouvernement allemand a communiqué sur le fait que la règle budgétaire était suspendue. La règle constitutionnelle était suspendue jusqu'en 2023. Donc, l'idée derrière, c'est que non seulement ça attaque 2021, ça va être compliqué, il va peut-être y avoir la nécessité d'en faire plus d'un point de vue budgétaire, mais aussi 2022. Et en 2022, on aura un nouveau gouvernement de coalition en Allemagne. Et c'est très intéressant parce que vous avez vu quand même une percée écologiste assez forte. Donc la CDU a des problèmes. Oui, 2 élections régionales qui sont mal passées, Oui, mal passées et ça pour la c'est à CDU suivre d'Angela de Merkel. très près parce que ça peut vraiment... Et quel type de rapport de force on peut imaginer alors justement, Franck? Peut-être, enfin... Plus d'allant budgétaire, un peu moins d'orthodoxie budgétaire. Parce que le monétaire, si vous en disiez tout à l'heure, le 10 ans américain est à 1,70. Mais le 10 ans allemand, il est à moins 0,50. Donc si vous voulez, que peut faire de plus pour la relance la Banque Centrale Européenne, même en allant à moins 0,60 ou à moins 0,70 quand vous êtes à moins 0,50, ça ne crée pas un élan économique extraordinaire. Vous voyez, alors qu'effectivement aux États-Unis, quand vous êtes à 1,70, ça veut dire qu'il y a des taux mortgage, enfin des taux d'emprunt immobilier, pardonnez-moi, qui sont au-dessus de 5, voire qui tangentent les 6. Et là, vous pouvez agir sur l'activité économique. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'en Europe, pour le coup, la politique monétaire, elle a quand même moins de puissance qu'aux États-Unis et que le budgétaire devient le cœur du sujet. est-ce qu'on a raison d'être prudent sur un whatever it takes illimité sur le plan budgétaire en Europe? Parce que c'est un peu le discours, et je crois que c'est Isabelle Schnabel de la BCE qui l'avait noté. Elle constate qu'il y a une forme de traumatisme avec des pays qui ont été très endettés, avec des déficits très importants. Il y a eu quand même la crise 2010-2011 en zone euro qui a marqué les esprits et marqué sans doute l'action ou la volonté d'action budgétaire de la part de certains États. Est-ce qu'on est trop timide aujourd'hui sur le plan budgétaire en Europe? Est-ce qu'on a raison de l'être, ou est-ce qu'au contraire, il faut profiter encore de ce moment, comme le font les États-Unis, sans se poser de questions? Je pense évidemment qu'il faut en profiter, qu'on a justement une marge de manœuvre qui est assez importante. Là, le point positif du discours d'Isabelle Schnabel, c'est effectivement de dire qu'il y a la place pour le faire de plus de budgétaire. Elle l'a dit d'ailleurs dans une interview la semaine dernière aux Échos en disant qu'il fallait peut-être en faire plus, davantage au niveau budgétaire. Et l'Italie qui fait 32 milliards de plus de déficit, c'est très bien. Le marché dit OK. Mais bien sûr, mais il n'y a aucun problème et c'est très bien absorbé. Et là, par contre, ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a quand même aussi des perspectives électorales qui se profilent, on peut imaginer effectivement que l'Allemagne en fasse un peu davantage aussi dans la perspective des élections. On peut imaginer aussi qu'en France, on ait un plan de relance qui soit mis en place un peu plus, on va dire, soit dans l'été, soit à l'automne, pour pouvoir soutenir un peu le niveau d'activité. Mais ce que je reproche, par contre, au discours de la BCE, c'est qu'en disant, en fait, c'est de donner la main au pouvoir budgétaire en disant le monétaire est arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire, alors que c'est absolument pas le cas quand on regarde ce qui est fait aux États-Unis, et de laisser la main. Alors que ce qui serait, je pense, le plus efficace, c'est d'avoir une banque centrale qui soit, elle, pied au plancher de son côté, et d'avoir effectivement au niveau budgétaire, d'avoir un support qui soit plus massif de la part des gouvernements qui ont été effectivement trop timides. Et encore une fois, quand on fait la comparaison de ce qui est fait aux États-Unis, évidemment, enfin, on peut toujours d'arriver sur les arguments le dollar ou ce genre de choses, mais qui ne me semblent pas tenir vraiment la route. On a une capacité budgétaire qui est assez importante. Quand on regarde le niveau des taux en Europe, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de stress et qu'il y a un appétit quand même assez considérable pour la dette européenne. On pourrait vraiment faire davantage. Et je pense que même que, c'est quasiment un signal donné par le marché, c'est endettez-vous pour pouvoir relancer cette économie qui stagne depuis 15 ans. Franck ? Oui, très rapidement. Moi, je suis un tout petit peu moins sévère sur la BCE parce que ce qu'elle a fait en fait la semaine dernière, vous l'évoquiez, c'est du yield curve control. C'est du contrôle de la courbe de taux. Elle indique au marché, maintenant c'est terminé, les taux longs ne monteront pas. Maintien des conditions financières. Voilà, une approche holistique, c'est la terminologie employée par Christine Lagarde, mais concrètement, ça veut dire les taux ne monteront pas. Il nous reste 2 minutes. Le CAC 40 ESG, à quoi ça sert, Marc ?
Très déçu par ce lancement. Ah bon? Alors juste, je vous laisse commenter, mais la composition, voilà, c'est pas la composition du CAC 40 pur tel qu'on le connaît. Il y a des valeurs qui ne sont pas dans le CAC 40, qui sont dans le CAC 40 ESG, par exemple Accor, Arkema, EDF, Gecina, Klépierre, Sodexo, Solvay, Suez, Valeo, et il y a des valeurs qui sont dans le CAC 40 traditionnel, qui sont sorties du CAC 40 ESG tel qu'il est construit par Euronext, à savoir Airbus, Alstom, les trains, bizarre, ArcelorMittal, Dassault Systèmes, Essilor, Hermès, Saint-Gobain, Thales et Total. Oui, un choix, ça paraît assez sommaire, disons, comme vision des boîtes ESG ou pas ESG. Je trouve que ça mérite quand même d'aller un peu au-delà, si on veut vraiment être efficace dans ces domaines-là. Nous, on essaie justement, vous voyez, de regarder la mesure d'impact, puisque vous allez parler tout à l'heure d'investissement à impact pour le private equity. Alors, c'est plus compliqué de faire de l'investissement à impact sur le CAC 40, il faut dire ce qui est, bon. Mais en tout cas, de mesurer un peu l'évolution des business models sur ce sujet-là. Alstom, pour moi, ça va clairement dans le bon sens, de développer le transport ferroviaire. C'est une darling, c'est dans tous les fonds climat, Alstom, par exemple. Clairement, Dassault Systèmes, pareil, c'est des technologies, voilà. Donc c'est sur la base des notations de l'agence Vigeo, qui appartient à Moody's aujourd'hui. D'accord, mais bon, ça me paraît un peu sommaire quand même comme répartition du bétail entre les gentils et les méchants. Et à quoi ça sert quand un opérateur boursier lance un indice ESG? L'idée d'un indice, si vous voulez, l'idée d'un indice pour vouloir investir dans celles des boîtes qui nous font aller de l'avant. Ça me paraît pas idiot en soi. Mais là, je pense simplement que le critère ESG, la notation telle qu'elle est trop sommaire pour vraiment... ça paraît un peu plus marketing, si vous voulez, que vraiment sérieux. Bon. Mais ça permet de parler de l'ESG, mine de rien. C'est pas une mauvaise chose. Et de l'impact, on va en parler dans un instant. Voilà, c'était pour la transition. Merci beaucoup Marc pour cette transition. Merci à vous trois pour avoir été les participants de Planète Marché ce soir. Marc Riez, directeur général de VGIM, Nicolas Gottsman, le responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité, et Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. C'est le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, marché à thème chaque soir. Le thème du jour, c'est l'investissement à impact dans le non-coté. Enfin, c'est surtout l'investissement à impact, parce que coté, non-coté, j'allais dire, c'est pas vraiment le sujet. Notre sujet, c'est l'impact. Jérôme Delmas, bonsour. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général de Swen Capital Partners, donc une société de capital investissement. Vous gérez 6 milliards d'euros d'actifs aujourd'hui, avec un positionnement historique, j'allais dire, sur l'impact, des stratégies d'impact. On parlera peut-être de votre fonds de méthanisation, qui est un exemple justement des stratégies d'impact que vous déployez. Mais la question de la terminologie, je crois, est importante. C'est un vrai sujet au moment d'ailleurs où la réglementation vous oblige, vous et tous les autres, toutes les sociétés de gestion, à être le plus rigoureux possible, le plus transparent possible sur la nature des fonds et des stratégies que vous déployez et que vous commercialisez pour vos clients. L'impact, l'ESG, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, Grégoire, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'est vrai que chez Swen, et vous le rappeliez, l'ESG et l'impact, c'est la colonne vertébrale de Swen, dans le cadre de nos investissements aussi bien en private equity qu'en infrastructure. Et cela depuis une dizaine d'années. Donc, ça fait vraiment partie de l'ADN de la société de gestion. Et je dirais qu'on soutient dans nos investissements cette démarche ESG et cette démarche à impact. Et puis, on est également acteur dans cet écosystème auprès de nos associations professionnelles comme France Invest, par exemple. Alors, c'est vrai que on parle beaucoup d'ESG et d'impact. Et finalement, ce sont deux concepts qui sont différents et complémentaires. Et c'est vrai que derrière le concept acronyme ESG, on parle d'environnement, social, gouvernance. Ça concerne toutes les entreprises. J'écoutais à l'instant, on parlait du CAC 40 ESG. Moi, je pense que, quel que soit le secteur d'activité, l'ESG, ça concerne les entreprises. Ouais. Donc ça, c'est absolument clair. Et l'objectif, c'est de réduire les externalités négatives dans l'analyse qu'on peut faire. Ce qui est très différent de l'impact. Où l'impact, il y a
aujourd'hui 3 caractéristiques essentielles concernant l'impact. L'intentionnalité, ça veut dire quoi? C'est générer des externalités positives. Ouais. Ce qui est très différent, je dirais, de l'approche ESG. L'approche ESG, ça concerne toutes les entreprises. Au niveau de l'impact, l'intentionnalité, générer des externalités positives. Je donnerai un exemple concret dans un instant. Le deuxième pilier, qui est absolument clair, c'est la mesure. C'est-à-dire qu'il faut mesurer l'impact qu'on recherche. Et pour faire ça, on va définir des indicateurs avec des spécialistes qui vont nous permettre de mesurer les impacts chaque année pour savoir finalement si on tient nos objectifs. Alors si on donne un exemple concret, parliez de méthanisation à l'instant, effectivement on a lancé un fonds d'impact en infrastructure dont l'objectif est de récupérer les déchets des agriculteurs, de les transformer pour en faire du gaz vert. Et le résidu, donc c'est du digestat, c'est de l'engrais bio qu'on remet sur les terrains. Donc on est vraiment dans une économie circulaire et on va générer des externalités positives. Alors c'est réduire les émissions de CO2 de 90% par rapport au gaz naturel. Ça, c'est une externalité positive. Ouais. C'est faire en sorte que les agriculteurs ont une rémunération supplémentaire. Parce que quand ils vous apportent les déchets, vous les rémunérez. C'est une externalité positive. C'est aussi gérer les déchets. C'est une externalité positive. Donc, quand on parle d'impact, il y a ce côté positif ouais, j'entends bien. Qu'on peut avoir. Après, il faut aussi gérer des externalités potentielles. Si on prend la méthanisation, il peut y avoir des fuites de méthane. Donc, il faut pouvoir gérer cela. Ouais. C'est important parce qu'encore une fois, je le disais en introduction, mais la réglementation nationale et surtout européenne vous demande d'être très clair et transparent aujourd'hui justement sur la nature des stratégies que vous déployez. Est-ce que ce fonds-là peut être qualifié de fonds d'impact ? Tout le monde doit passer en revue aujourd'hui ces stratégies et communiquer très clairement et en toute transparence là-dessus. C'est vrai qu'on... Totalement raison, Grégoire. On observe une accélération de la réglementation dans nos gestions. Alors, ça a été poussé par la COP21 en 2015, et puis après, l'Europe a mis en place des recommandations pour flécher l'argent vers des investissements durables, gérer les risques par rapport au réchauffement climatique et la transparence. Et effectivement, il y a un certain nombre de recommandations qui sont arrivées. Le disclosure en fait partie, qui oblige ce devoir de transparence et à classifier les produits qu'on peut vendre à nos souscripteurs. Donc c'est beaucoup d'exigences. Et finalement, il y a avec Disclosure qui s'est appliqué là le 10 mars 2021, l'exigence est forte. C'est-à-dire qu'il y a des produits non cotés qui sont classifiés article 8, c'est-à-dire ils intègrent les critères ESG. Ouais. Et puis vous avez des produits qui sont classifiés article 9 et donc qui prennent cette notion d'impact, ESG, impact. Ouais. Et donc, il y a ce devoir de transparence vis-à-vis des souscripteurs, et puis nous-mêmes, vis-à-vis de évidemment de nos porteurs de parts, et vis-à-vis des entreprises que l'on accompagne. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du washing ? C'est une bonne question. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans nos métiers aujourd'hui, on a un rôle qui est clé, c'est d'avoir de l'impact dans nos investissements. Et on le voit bien avec la crise que l'on vit. Aujourd'hui, il peut pas y avoir, la performance financière doit associer la performance extra-financière. Donc ça, c'est absolument clé. Il y aura toujours je dirais, de l'impact washing. Mais justement, on doit lutter contre ça. Et chez Swen, comme chez énormément d'acteurs dans la profession de nos côtés, l'ensemble de la profession de nos côtés, on fait en sorte de générer de l'impact, de prendre en compte les critères ESG dans nos investissements. C'est la clé pour la finance de demain. Je ne veux pas vous lancer sur le cas Danone, mais c'est le cas emblématique quand même de l'actualité immédiate. Oui, c'est important de réaffirmer qu'il n'y a pas de contradiction entre la performance financière et la performance extra-financière. L'une nourrit l'autre.
Nous, Non, mais chez Swen, on pense que les deux sont intimement liés et qu'on parle de Danone ou d'une entreprise plus petite et qui représente l'essentiel des entreprises en France, les TPE, les PME, on doit prendre en compte ces critères-là. C'est absolument clé. La performance financière sur Danone. Tu me mets sur le sujet. Voilà, c'était pas le but. Je cherchais pas de commentaires. Qui détiennent quelques pourcentages, qui font bouger les choses. Je ne suis pas sûr qu'on s'inscrive dans la même dynamique. Un fonds d'investissement investit sur le long terme. Un fonds d'investissement a souvent des participations beaucoup plus significatives que 2-3% et donc vont accompagner les dirigeants d'entreprise à cette transformation, à la prise en compte des critères ESG, à répondre à ces externalités négatives, ou bien, quand c'est des sociétés, à intégrer ces notions d'impact. Quand tu dis, Jérôme, le fonds d'investissement a plus de levier, oui, parce que dans le non-coté, effectivement, c'est plus facile d'avoir de l'impact que dans le côté, notamment quand on parle de grande capitalisation. On parlait tout à l'heure du CAC 40 ESG, c'était le commentaire d'un gérant, le directeur général de VGIM que je cite. Avoir de l'impact quand on fait du CAC, franchement, c'est difficile. On n'a pas de poids suffisant en tant qu'actionnaire des grands groupes cotés français pour avoir un impact aux bornes. Dans le non-coté, c'est votre réalité au quotidien, ça, en revanche. Clairement, c'est notre réalité au quotidien, même si moi, je pense qu'il ne faut pas opposer le côté au non-coté. Je pense que, quel que soit... D'ailleurs, beaucoup d'entreprises non-cotées vont se faire coter en bourse. Donc, je pense qu'au-delà de l'approche côté-non-coté, c'est plutôt en tant que dirigeant, qu'est-ce qu'on veut faire pour faire bouger les choses, faire en sorte qu'il y ait un meilleur partage de la valeur ajoutée, faire en sorte qu'on prenne en compte les sujets environnementaux, les territoires dans nos investissements ou la diversité. Et je crois que c'est le rôle d'un dirigeant d'emmener ses équipes, d'emmener son entreprise dans cette direction-là. Et les actionnaires sont là pour accompagner ce changement. Mais des actionnaires responsables. Je ne suis pas sûr que dans le cas de Danone, les quelques fonds activistes étaient dans cette démarche-là. Voilà. C'était pas le but de te faire commenter Danone. Terminons, parce que je reviens juste à la question de la transparence, cette réglementation qui vous oblige à être transparent sur la nature des fonds et la nature de vos stratégies, mais ce sera sans doute le sujet d'un prochain entretien. Ça veut dire quand même que les données que vous allez récolter sont clés. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur des données, des indicateurs qui fassent consensus, qui ne puissent pas être balayés du revers de la main. Et ça, c'est un travail qui est encore en cours aujourd'hui, Jérôme. Grégoire, tu poses la question qui est clé, c'est la data. C'est clair qu'aujourd'hui, les données, chez Swen, on a une base de données extra-financière de 350 000 données. Et ces données extra-financières, sur 8 ans, au niveau européen, nous permettent de faire des benchmarks, des scorings en matière extra-financière, voir comment soit les sociétés de gestion, soit les entreprises évoluent d'année en année, sachant qu'on est toujours dans une démarche de progrès, faire bouger les choses. Et la data est absolument clé. Elle est clé en matière extra-financière, elle est également clé en matière d'impact. Et pour faire cela, on a besoin d'avoir des outils de collecte et des outils d'analyse. On en parlait, Grégoire, hier. On utilise chez Swen un outil qui s'appelle la NEC, la Net Environmental Contribution, qui a été développée par Sycomore, Iker et Cantis. On est devenu funding partner. Et cette NEC nous permet de voir si nos investissements sont alignés avec la transition énergétique. Et tout ça, c'est des données supplémentaires. Ouais. Et aujourd'hui, on peut très bien imaginer que dans peu de temps, on trouvera un peu le Bloomberg du private equity, comme ça existe sur les marchés cotés, parce que finalement, l'objectif reste le même, aller vers une transition durable. Il faudra qu'on reparle de cette question des données, des indicateurs également, des indicateurs d'impact que vous mettez en place pour suivre l'impact de vos investissements. Merci beaucoup, Jérôme. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse. Jérôme Delmas, directeur général de Swen Capital Partners, avec nous ce soir. On se retrouve demain, 12h30, en direct sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.